J'estime que l'on perd son temps devant les tribunaux lorsqu'on est diffamé par les cloportes de la sous-culture journalistique, tandis que quelques centimètres d'acier qui chantent devant le couvent des Carmes peut leur remettre les idées en place et déjà leur faire hésiter. Alors moi, ce que je préfère, c'est le duel à cheval et au sabre. Alors généralement, il se dégonfle. Le fleuret, non. Oui, s'il faut. Moi, je me bats n'importe comment là, s'il faut. Mais à cheval et au sabre, c'est bien. Il y a deux journalistes qui sont défilés, un de gauche et de droite. Un de gauche et un de droite, oui, ils courent encore. Vous avez dit pour commencer que vous aviez regardé une carte d'Afrique du Sud. Enfin, moi je ne regarde pas des cartes d'Afrique du Sud, je vise en Afrique du Sud et je passais plus de 15 ans dans ce pays. Et vous avez dit que la situation était compliquée. Elle est effectivement compliquée, surtout quand on la voit depuis le bunker du Parti communiste, dans lequel vous êtes en train de mourir intellectuellement. Vous êtes en train d'y mourir intellectuellement car vous n'avez aucune connaissance de la réalité. Comment pourriez-vous l'avoir d'ailleurs, puisque vous n'êtes jamais allé en Afrique du Sud? Premier point. Pourriez-vous me citer 10 villes d'Afrique du Sud, monsieur Sylvestre? Vous en seriez bien incapable. Pourriez-vous me citer 10 ethnies noires d'Afrique du Sud, monsieur Sylvestre? Vous en êtes incapable. Vous nous appliquez toujours votre schéma stalinien, obsolète, dépassé. Le mur de Berlin est tombé, le rideau de fer aussi, mais non pas votre bunker intellectuel. Je vous plains, monsieur Sylvestre. D'ailleurs, monsieur Sylvestre, si vous étiez un homme parfaitement honnête, vous sortiriez un papier, un crayon et vous prendriez des notes. Parce que moi, je vais vous expliquer ce qu'est l'Afrique du Sud. Mais vous savez, effectivement, vous avez l'air de bien connaître l'Afrique du Sud. Je dirais même que vous êtes exactement dans la peau d'un blanc dominateur sud-africain. Vous racontez n'importe quoi. Non, pas du tout, pas du tout. Dans ma province, qui est le Bourbonnais, l'on disait dans le temps menteur comme un arracheur de dents. L'on sait maintenant qu'il faut dire menteur comme un journaliste communiste. Vous êtes un battleur. C'est vous qui avez commencé le Vous êtes un buteur. Vous êtes un buteur de la sous-culture médiatique. Et une gigantesque campagne de presse a été lancée. Télévision, radio. J'ai été insulté, j'ai été traîné dans la boue, j'ai été diffamé. On a manifesté à l'université pour demander qu'on me le mette à la porte, etc. Bon, j'ai fait front, bien sûr. Moi, je suis un vieux combattant. J'en ai vu d'autres. Vous savez, quand vous avez été au milieu des émeutes, des émeutes ethniques du Rwanda, et quand au milieu de la nuit, vous vous êtes retrouvé avec la moitié de vos étudiants morts, décapités ou éviscérés, c'est pas une pétition de 55 clampins qui peut vous émouvoir. Deuxièmement, ils sont sur mon terrain. Et là, sur mon terrain, j'accepte tous les défis. Alors justement, vous leur avez lancé un défi. 4 fois. Par l'AFP, communiqué de presse. Et puisque je suis attaqué, eh bien écoutez, banco. 100 balles pour suivre, comme on dirait au poker. Très bien, discutons-en. Je vous prends les 55. Dans un amphi, n'importe où. À Lyon, à Paris, où vous voulez. Vous venez, les 55. Et je serai en face, tout seul. Et vous me dites l'un après l'autre, monsieur Lugan, vous n'êtes pas un scientifique pour telle raison. Et je vous répondrai. Et on verra à l'issue de ce duel, parlons de duel, ou de cette confrontation intellectuelle, qui aura raison. Eh bien, ils ont refusé, ils se sont dégonflés. Pour le moment, je ne veux pas créer de comité de soutien. Je préfère rester homme seul, face à la meute. Mais je tiens à la meute, hein, je la tiens en respect. L'enseignement secondaire et primaire ont tellement été lamentables. C'est vrai, moi je suis pour la suppression complète de ce service, de ce ministère. Mettre les 2 tiers des enseignants des bons métiers, de betteravier, ramasser les patates, les faire travailler un petit peu, supprimer la moitié de cette corporation, supprimer l'enseignement obligatoire, et c'est une calamité, c'est une calamité. Il faudrait ressortir de la naphtaline des vieux instituteurs qui feraient du bon travail et reformer complètement des générations, car c'est une calamité. Je vois l'autre jour l'école de mes enfants, nous avons reçu une circulaire d'une page, il y a comme 6 fautes d'orthographe. C'est dramatique. Et voilà à qui nous confions nos enfants. J'ai un auditeur, un cerveau à nœud qui m'a écrit l'autre jour. Monsieur Lugan, vous avez publié un livre en anglais, je ne vous écouterai plus sur Radio Courtoisie. Je n'ai pas publié un livre en anglais, mais bon, il y a des gens qui sont des monomaniaques, hein, c'est pas leur problème, il faut les laisser, qu'ils soignent leur névrose, ça leur fait beaucoup de bien. Bon, il faut prendre des cachets de temps en temps, ça fait du bien, ça calme les poussées d'adrénaline. Et en face de ça, les malheureux libéraux, les bourgeois lyonnais, comme d'habitude qui ont rampé, les lapins de coursive, vous voyez, les queues plates de sous-préfecture. Nous sommes en plein combat. Ça sent la poudre, c'est bon. Disons que là, nous sommes sortis de la tranchée, le bombardement est passé, ne nous a pas tués, baïonnette au canon, et au clairon, nous chargeons. En avant.
La contre-offensive a lieu, et cette contre-offensive se fait, et croyez bien que je la mène avec énergie, avec détermination, avec volonté, et le but recherché par l'adversaire était de m'isoler et de me faire ployer un genou. Eh bien, il s'est trompé, parce que, au contraire, la poudre me rend davantage gaillard, et je crois que nous n'avons pas fini de nous amuser. Ils n'auront qu'une solution, c'est de me mettre une balle dans la nuque. Tant qu'il n'y aura pas une balle dans la nuque, nous continuerons. Le combat est là. Nous avons des positions sur la dentelle du rempart. Nous tenons notre dentelle du rempart. On ne peut pas demander davantage. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Or, je ne suis pas la plus belle fille du monde, et heureusement pour mes voisins. Voilà l'université française. Donc il y a des incohérences. Il y a des mafias régionales, il y a des coteries régionales, il y a les syndicats, il y a la secondarisation, et ce métier, qui est un métier de seigneur, est devenu un métier de petits mecs. Alors ces petits mecs qui manifestent avec leurs étudiants. Et nous voyons cet aspect surréaliste des professeurs qui manifestent avec leurs étudiants pour des motifs totalement différents, pour des motifs bassement corporatistes. Comment voulez-vous qu'ils soient respectés ensuite dans un amphi quand les étudiants les ont vus en guignol taper sur des tambours avec des casquettes de Mickey sur la tête? Ils se ridiculisent, ils ridiculisent l'université. Je n'ai plus rien à faire avec ces gens-là. Toutes ces ONG, tous ces petits projets qui ne servent strictement à rien. Petits projets, petits développements, une succession d'actions capillaires qui ne servent strictement à rien, qui déresponsabilisent. Comprenez, quand je vois mes étudiants de l'université qui partent, qui sont de milieux urbains et qui partent dans des projets en Haute-Volta ailleurs pour apprendre aux Africains comment irriguer, alors qu'ils sont originaires de la place d'Aîné ou de la place Bellecour, ils n'ont jamais tenu une pioche de leur vie, c'est scandaleux, vous comprenez. Et Nanterre, qui est la fac la plus bourgeoise de France, va être la fac qui va jouer à la Révolution. Ces petits bourgeois, ces fils de gavés de la bourgeoisie... bénéficiant de la grande croissance exactement, vont jouer à la Révolution. Et donc nous allons voir ce spectacle pitoyable de ces jeunes bourgeois voulant jouer aux révolutionnaires. Ils vont s'habiller, ils vont se déguiser en maoïstes, ils vont se déguiser en ouvriers, ils vont se déguiser en pêcheurs bretons. Enfin, c'est extraordinaire. Les moutons de Panurge. Il en est comme dans les bombardements. Quand l'ennemi bombarde, il a l'avantage pendant qu'il bombarde. Mais s'il ne tue pas tout le monde dans la tranchée, il faut ensuite monter à la fourchette. Et là, c'est d'homme à homme que ça se passe. Car de toute façon, c'est l'infanterie qui est maîtresse du terrain. Or, pour le moment, l'infanterie est maîtresse du terrain. Restez la redoutable infanterie espagnole, eh bien nous sommes la redoutable infanterie espagnole. Nous attendons ces messieurs qu'ils y viennent. L'étudiant d'aujourd'hui, qui est en licence, a le niveau qui était celui d'une classe de 3e il y a 20 ans, et encore. Je me suis fait encore beaucoup d'amis, et je suis ravi des réactions que je vais provoquer. De toutes les façons, en vieillissant, je commence à devenir intolérant. Bien, c'est le privilège de l'âge. Et on vous taxe plus facilement d'anarchiste de droite. Et peut-être pour évoquer vos célèbres moustaches, d'anarchiste de droite, tendance mousquetaire. Oui, tout à fait. À l'époque où j'ai commencé la politique, je n'avais pas de moustache. Mais j'avais une grosse barre de fer. Alors, à propos des manifestations récentes, on pouvait voir des banderoles chez les enseignants qui indiquaient « No Rafaran », R-A-2-F-A-R-A-N. Il ferait mieux de s'occuper de préparer leurs cours, d'être un peu moins agoraphobes face à leurs étudiants, d'être un peu moins incompétents dans leur métier, et peut-être seraient-ils un peu plus respectés par les gouvernants et par leurs élèves. Comment voulez-vous que les élèves puissent respecter ces déguisés qui sont en train de discréditer complètement la fonction enseignante? Bravo aux enfants de banlieue qui crachent à la figure de tous ces grévistes. Bravo. Vous savez les traiter. Quand une classe n'est pas tenue, moi dans mes amphis, vous n'avez pas de chahut, je suis désolé. Ça marche droit. Et les gens sont polis, ils disent bonjour en arrivant. Si on n'est pas capable de se faire respecter par ses élèves, on ne manifeste pas dans la rue pour demander la retraite à 25 ans ou 28 ans ou je ne sais pas. C'est lamentable. Cette corporation me révulse. Qu'ils se fassent chahuter, mais bien fait pour eux. Un duel que je devais mener
avec quelqu'un qui méritait quelques centimètres d'acier dans les parties molles du corps, et j'ai demandé à Vladimir d'être mon témoin, et Vladimir Volkov a immédiatement accepté, à une condition, c'est que l'on se batte en duel à la russe, et que les témoins se battent également. Je lui dis, mais bien volontiers, Vladimir, plus il y aura de sabres et plus on rira. Bien évident qu'en face, ils se sont sauvés. On n'a vu personne. On attend toujours la réponse. Nous avons dû déclarer certificat de carence. Et un éditeur me dit, vous vivez au temps de la bougie, vous n'avez pas l'Internet. Bien sûr que j'ai l'Internet. C'est évident que j'ai l'Internet. Mais seulement, je ne suis pas un esclave de l'Internet. Moi, je ne suis pas comme ces lémuriens qui vivent la nuit devant Internet. Moi, la nuit, ou j'écris ou je dors. Hein. Et il y a effectivement des gens aux yeux rouges, c'est la panne coursive, qui vivent de l'Internet et qui sont incapables de tourner une phrase en français, mais qui vont vous jongler sur l'Internet. Ça m'intéresse. Internet, comme ça ne m'intéresse pas. L'étape suivante, on aura un téléphone portable branché sur une oreille et l'Internet branché sur un lobe du cerveau. Le jour où ce sera comme ça, je me ferai sauter le caisson, mais je refuse une telle société. Bon. Nous essayons au maximum de nous battre avec les moyens modernes, mais sans devenir esclaves de la modernité. En mai 68, nous tenions à ça s'il ne se passait rien. Nous avons décidé d'aller faire une petite descente sur Sciences Po. Et bon, les portes étaient fermées, bien entendu. Alors, pour une échelle, je suis monté au 2e étage, j'ai défoncé une fenêtre et je suis rentré à Sciences Po avec 3 camarades, distribuer les tracts à l'intérieur de Sciences Po par la fenêtre. Et puis je suis redescendu par la fenêtre. Donc je veux dire, oui, je suis rentré à Sciences Po. Distribuer les tracts, vous dites, dans la classe. Ah oui, extraordinaire. Les invertébrés de Sciences Po, les futures élites de la France, de la guimauve, vous voyez, de la guimauve. Oui, je suis rentré d'une salle de TD en criant « Ne bougez pas, Action française, distribution de tracts ». Personne n'a bougé. Pétrifié, un peu comme les habitants pris par la lave, ouais, complètement pris par la lave, à Pompéi, distribuant les tracts. Ils étaient tellement tétanisés qu'on aurait pu leur dire que nous venions rétablir le droit de cuissage ou l'engagement dans les mousquetaires gris, ils n'auraient rien dit. Là, je ne vais pas être tendre avec la corporation des chercheurs. Oui, mais je crois que les chercheurs en matière africaine en particulier, vous n'entretenez pas avec eux des relations très amènes. Il y a beaucoup de clampins parmi cette corporation. Alors, soyons très clairs, je vais parler des chercheurs en sciences humaines, et plus particulièrement les sciences humaines appliquées à l'Afrique. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a 3/4 d'incapables qui n'ont jamais rien publié, qui sont payés pour chercher, qui cherchent mais qui ne trouvent jamais, qui mènent les mêmes recherches et qui sont tous membres des officines trotsko-marxisto-syndicales, qui se cooptent systématiquement, qui phagocytent les instituts de recherche. Alors il y a des gens qui sont des diplodocus marxistes, incapables d'évolution, incapables de se mouvoir, des agoraphobes qui ont été mis dans les centres de recherche parce qu'ils font dans leur culotte quand ils sont en présence d'un amphithéâtre d'étudiants, qui sont incapables de s'exprimer face à une foule, qui ne savent pas parler sans bégayer, qui n'ont jamais rien rédigé, qui n'ont pas été fichus de finir leur thèse. 3/4 de ces gens-là constituent la recherche dans un certain nombre de centres de recherche, notamment africanistes. Ce sont ces cerveaux haineux qui ont découvert que les ethnies ont été créées par la colonisation. Belle recherche, mais crédits qui sont perdus avec ces gens-là. Je peux vous citer 30 ou 40 noms de chercheurs qui ne vont plus depuis 20 ans dans les instituts, qui sont chez eux à être payés pour ne pas publier. Ils sont vautrés sur leurs avantages acquis. Ils sont dans leur bulle, dans leur confort. Ils sont dans un esprit totalement anti-économique. C'est un corporatisme dans le sens le plus bas du terme. Et ces gens-là, qui n'ont jamais rien trouvé, viennent aujourd'hui revendiquer dans le domaine de la recherche. Ce sont des bunkers de l'Albanie de l'époque d'Enver Hoxha. Ces gens-là sont absolument dans un autre monde. Et dans le domaine de la recherche, dans le monde africaniste, ils sont juste bons à faire des pétitions pour dénoncer les collègues qui ne marchent pas dans la ligne. Ce sont des capots, ce sont des commissaires politiques, ce sont bien souvent des gens totalement incapables. Ben, mes chers collègues, voilà, vous voilà habillés pour l'hiver et rendez-vous à bientôt. Un auditeur admiratif. Merci, Monsieur Lugan. C'est un chef d'État comme vous qu'il nous faut pour la France. Ah oui, oh, bah, bravo. Ah bah écoutez, alors là, il manque plus que ça.
il faut que les étudiants notent les professeurs. Les professeurs ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont la trouille, ils sont nuls. Ils sont tellement nuls qu'ils ne veulent pas être notés. Moi, je crains pas d'être noté. Je ne crains pas de noter. Il y aura bien sûr quelques gauchistes qui vont essayer de me saquer, mais ils ont bon sens, les étudiants. Qui craint la notation? Les frileux, les peureux, ceux qui lisent leurs cours, ceux qui sont incapables de tenir un amphi, ceux qui sont incapables de faire un colloque. Alors ça, oui. Alors, on les retrouve dans les syndicats. On les retrouve dans les laboratoires de recherche. Ah, c'est douillé. On n'a pas de contact avec les étudiants. On n'a pas d'amphi à manœuvrer. On risque pas de se faire emporter par une vague contestataire. Mais on ne publie rien. Vous êtes comme les cyprès, grands tristes, et vous ne portez pas de fruits, messieurs. Parce que nous eûmes de grands africanistes jusque dans les années 50, 60, et ces africanistes ont disparu, et aujourd'hui nous avons les derniers acteurs des buts témoins de la pensée post-marxiste des années 60. On est bientôt débarrassé. Mais ça vous empêche pas. Ah oui, chaque mauvaise grippe fait avancer la vérité. Ça c'est clair. Je me mets à la place du malheureux prof du secondaire qui se retrouve dans un collège mosaïque de la banlieue de l'une ou l'autre de nos grandes et belles cités hexagonales et qui va devoir parler de l'esclavage. Mais il est pris en otage. Il va être pris en otage par son auditoire. Il est bien évident que le malheureux va être complètement broyé par son auditoire. Comment voulez-vous vous présenter devant une classe qui attend de dévorer son professeur? Généralement, ces professeurs ne sont pas bien formés pour ce genre de choses. Là où il faudrait des officiers des affaires indigènes, l'on envoie des PEGC ou des certifiés. Il faudrait des bons spécialistes des langues bambara, wolof et des pratiques de l'Est africain ou de l'Afrique centrale. Vous voyez, là où il faudrait l'armée coloniale, là il faudrait la marsouille. Vous voyez, mais on envoie qui? On envoie des gentils niais, bon c'est pas leur faute, qui sont totalement décérébrés par l'idéologie actuelle et qui vont se faire dévorer tout cru. Je vois par exemple mon université à Lyon, qui est mon département d'histoire, qui ne fait que de l'histoire religieuse lyonnaise au XIXe siècle et au XXe siècle, et qui ne va continuer à faire que de ça. Alors je suis désolé, en géographie ils vont étudier le tunnel sous Fourvière et puis les pentes de la Croix-Rousse. Bon, c'est passionnant. Alors au moment où l'on veut s'ouvrir en faisant des pôles d'excellence, nous faisons tout à fait le contraire. Et à l'entrée de l'hôtel de ville de Paris, les argousins, les coupes-jarrets de la mairie, ils ont des petits jarrets d'ailleurs, les mignons avaient des petits jarrets mais ils avaient de bonnes lames. Là nous sommes dans un autre monde. Alors les petits argousins de la mairie avaient ma photo et contrôlaient de loin avaient des moustaches. pour m'empêcher éventuellement de rentrer à l'hôtel de ville. D'ailleurs je n'étais pas rentré, j'étais rentré chez moi en Bourbonnais dans ma campagne. Nous avons joué par esthétique. Nous, c'est l'esthétique qui nous a fait jouer. Il faut dire les crasseux, les chevelus. Il faut dire que l'allure des manifestants, effectivement, n'était pas très séduisante. Non, les crasseux, les chevelus auxquels nous cassions la gueule depuis des mois se retrouvent dans la rue. On n'a pas pu laisser passer ça. On aurait rentré dedans une fois de plus. Bon. Il y a, si vous le voulez, avec ce CNRS, une féodalité syndicale. Les marxistes, qui n'avaient pas le contrôle de l'université, ont pris le contrôle du CNRS et en ont fait leur petit cocon. Et ils sont aujourd'hui comme des escargots dans leur coquille, totalement sclérosés, et ils appellent au secours. Ils se sont tirés une balle dans chaque pied, et maintenant ils appellent au secours. Qu'ils crèvent! Qu'ils crèvent! Et que la recherche revienne à l'université. Ces gens-là ont aujourd'hui le résultat de leur politique. Ils sont comme les intermittents du spectacle. Ce sont des poules de luxe. Alors je demanderai aux 2-3 courageux anonymes qui m'envoient des lettres en disant « Monsieur Lugan, vous employez des termes anglais, etc. » Alors, signez votre nom, envoyez-moi votre numéro de téléphone, on discutera, n'est-ce pas? Mais les lettres anonymes sont des lettres envoyées par des gens méprisables. Notamment monsieur qui signe dur à épater. Un monsieur qui signe dur à épater et qui envoie des lettres sans arrêt « Monsieur Lugan, vous employez des termes en anglais, etc. »
Ils n'ont pas le boulet du fonctionnariat français, où l'on progresse à l'ancienneté. Que vous soyez une moule ou un phénix, vous grimpez de la même manière. Bon, alors c'est ce qui tue la France. Vous voyez, nos universités meurent, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée, et parce que les professeurs ne sont pas notés. Moi, je suis pour la notation des professeurs. Si les professeurs étaient notés, moi, dans mon université, il y aurait facilement 50% des profs qui partiraient faire un autre métier. Bon, c'est certain. Et comme ça, nous allons bien voir que les petits marxistes, les petits trotskistes français vont se retrouver à leur taille de pois chiche et à leur niveau de petites lentilles accrochées sur la division blindée qui est en train d'avancer. Je consultais récemment, je consultais un peu les thèses déposées ici ou là. Et j'étais sidéré de voir que les thèses d'histoire africaine sont des thèses de sociologie, mais de mauvaise sociologie. Par exemple, la situation de la femme à l'époque coloniale au Sénégal, la grève des dockers du port de Dakar, ou plus insolite encore, là, j'ai beaucoup ri quand j'ai vu cela, des Algériens dans le Paris gay des années 1930, la sexualité entre hommes sous le regard de la police. Ah, c'est excitant pour la jeunesse, ça c'est un sujet qui ouvre sur l'Afrique, ça c'est évident. Alors, voilà l'africanisme français. Mon sujet de thèse avait une autre allure. Entre les servitudes de la houe et les sortilèges de la vache, le monde rural dans l'ancien Rwanda, ça a davantage de cuisses, vous ne trouvez pas, que la sexualité entre hommes sous le regard de la police dans le Paris gay des années 1930, ou la situation de la femme à l'époque coloniale à Dakar. Une dernière petite remarque d'ordre linguistique. Oui. Le sens de partition est d'ordre musical. Les Anglais l'utilisent dans le sens de partage et nous l'avons repris sans réfléchir. Mais mon problème est très clair. Comme 50% de mes lectures sont en anglais et comme les 9/10 de la documentation africaniste sont en anglais, j'ai parfois des mots anglais qui passent dans mon vocabulaire, ce qui me permet d'ailleurs de bien m'y retrouver dans la lecture anglaise, et je préfère faire de temps en temps des anglicismes, mais être capable de dépouiller l'anglais. Ça donne une avance quand même considérable sur certains qui ne lisent aucune langue étrangère, qui pourraient dire « Il n'existe pas de ville en Allemagne, je l'ai lu dans Tacite ». Non, alors, non, c'est du même niveau que de vouloir évangéliser les Marocains. C'est à peu près, c'est les combats d'arrière-garde ouvrons-nous sur l'avenir et sur le grand large. Parce que maintenant tout le monde a son diplôme à l'université. Il faut vraiment louper le métro, et encore il y a des sessions de rattrapage. Je vois pas comment on peut louper un diplôme à l'université, en faculté de lettres. Je vois pas que. Oui, peut-être bon. Le problème de ceux qui m'ont attaqué, c'est qu'ils ont mal choisi leur cible. Ils ont pensé qu'ils allaient m'attaquer comme on attaque quelqu'un qui ne se défend pas. Bien, ce n'est pas tellement le genre de la maison, et ce genre d'attaque, eh bien, je les supporte. Quand je faisais de la boxe française, ma devise c'était cogne et encaisse. Vous voyez, donc on cogne, on encaisse, on cogne. Ben, ça c'est le combat, et il ne faut pas plier. Voilà comment il faut tenir sous le fouet cette bande de gauchistes qui essaient d'attaquer une université prestigieuse. Avec moi, ils sont mal tombés, parce qu'ils sont tombés sur un vieux camelot du roi, et dans les camelots du roi, nous n'avons pas pour habitude de tendre la joue gauche. Pour un œil, les deux yeux, pour une dent, toute la gueule. Il est évident que ces gens se sont imaginés qu'ils avaient en face d'eux des universitaires sans colonne vertébrale, des ectoplasmes mous, comme le sont les 9/10 des universitaires. Et ce n'est pas dans la plupart de mes collègues qui marchent les épaules en dedans, voûtés et rasant les murs dès qu'ils entendent des vociférations de gauchistes, ce n'est pas dans ces gens-là que la jeunesse trouvera un modèle. Et je terminerai pour l'université sur la phrase de Victor Hugo, dogue philistin sorbonnard, je vous hais pédagogue. Pour nous, ça a été vraiment les veaux qui sont manifestés. Toute cette bourgeoisie veule et lâche, qui s'était couchée pendant 3 semaines. Tous ces gens, tous les godillots qui sortaient, qui brusquement étaient courageux, parce que Massu avait dit à De Gaulle que l'armée était derrière lui, donc le bourgeois est rassuré. Alors nous sommes allés là-dedans, deux envies, distribuer des claques et puis leur piquer du pognon. 1991, je suis en visite à l'état-major de la police du Zululand.
Et je suis reçu par le colonel commandant la police du Zululand. Chaleur accablante, sur la table de banquet, des Fanta orange tièdes et des amoncellements de viande calcinée, parce que les Zoulous, comme tous les Africains, mangent de la viande calcinée. Et là, tout le monde est rangé, et le colonel, un Zoulou énorme, ventru, nuque, le Zoulou tel qu'on les représente, Jacob Zuma, un grand costaud, se lève et dit « Professeur, ce n'est pas tous les jours que nous recevons, c'est la première fois que nous recevons un Français ici. Alors, avant de commencer le repas, je voudrais vous présenter les excuses de la nation Zoulou pour la mort du prince Napoléon. » Alors, je reste interloqué et je me tourne vers, je suis debout, je me tourne vers lui, je lui dis « Écoutez, sir, vos excuses n'ont pas lieu d'être. Parce que si ma mémoire est bonne, le prince Napoléon est mort l'arme à la main, donc c'est la guerre. Et il n'y a pas d'excuse à présenter pour une action de guerre. Eût-il été assassiné dans un traquenard? Peut-être, mais pas du tout. Donc vos excuses n'ont pas lieu d'être. Que me répond? Voilà les paroles qui illustrent bien ce qu'est la grande nation guerrière française. Le pauvre avait vraiment des illusions. Et il en était resté à certaines périodes. Alors je signale d'ailleurs que ce personnage a un rôle important à l'heure actuelle dans la police sud-africaine, et il a donné l'ordre pour la Coupe du Monde de football, tir à vue sur tous les délinquants. Voilà. On pourrait le faire venir dans nos banlieues, ça serait un personnage intéressant. Voilà. Une autre... ne faites-vous pas des conférences à Sciences Po à Paris? Ah non, vous plaisantez. À Sciences Po. Et pourquoi pas une chronique dans à l'humanité? À Sciences Po, vous plaisantez. Alors, qu'a fait le procureur? Il n'est pas venu sur mon terrain scientifique. Il est venu sur le terrain d'Internet. Et il a sorti sur Internet les diverses calomnies qui circulent sur moi, etc. Alors, j'ai maintenant vous arrêter, monsieur le procureur, immédiatement, parce que j'ai fait condamner ces gens plusieurs fois. Vous êtes en train de sortir un faux, et vous êtes en train comment dirais-je, de commettre, de diffamer. Alors, nous arrêtons tout de suite. Je rentre en France. Alors, les noms d'oiseaux commencent à voler, et je me lève. Alors, je peux partir, grande discussion, etc. Alors, finalement, j'ai gagné, bien entendu, j'ai gagné. J'ai fait plier le procureur, qui a retiré tous ces documents, et je lui ai dit, mais maintenant, commençons à débattre d'une manière scientifique. Bien entendu, l'assaut a été vite mené, et il a capitulé immédiatement, parce qu'il ne faisait pas le poids. Et donc, c'est le 7e procureur que j'ai mis à mon tableau de chasse à Arusha. Je suis assez content, je vais pouvoir mettre des photos entre mes buffles et mes divers trophées d'Afrique, je vais mettre... Saint-Étienne, je dis non, je viendrai à Saint-Étienne le jour où l'on rétablira les corps francs. Ça ne m'intéressait pas du tout d'aller travailler à cette ambiance de Saint-Étienne. Je téléphone à mon éditeur l'autre jour et je lui dis comment se fait-il et l'attaché de presse me dit mais c'est pas possible. Les commerciaux refusent de défendre votre livre avec la réputation que vous avez. Je dis écoutez, que les commerciaux mettent le livre où ils pensent et qu'ils le gardent avec un gros ruban rose. À partir de maintenant, je ne publierai plus en français, je publierai en anglais, aux États-Unis. Au moins, il n'y a pas de censure et je vais de plus en plus m'éloigner de cette Albanie mentale qui est devenue la France. Moi, je suis un vieux soldat. Si je ne passe pas par l'Est, je passerai par l'Ouest. Et si à l'Ouest, il y a des champs de mines, je passerai par le Sud. Et si par le Sud, ça ne passe pas, je me ferai parachuter. Mais on y arrivera toujours. Mais je ne vais pas buter sur l'obstacle français. Je refuse de buter sur cet obstacle français, qui devient insupportable avec sa police de la pensée. Non, ce que je critique, c'est cette ONG du pauvre, les petits moyens, souvent des déclassés européens, parfois des retraités qui s'ennuient, qui n'ont aucune cohérence dans les projets, qui additionnent des petits projets qui ne servent strictement à rien et qui infantilisent les Africains. Et les Africains subissent plutôt qu'autre chose. L'autre jour à Lyon, dans la bonne société lyonnaise, dans le 2e arrondissement, ces demoiselles étaient en train de collecter des crayons pour descendre avec des 2 chevaux. Alors c'est très chic avec des 2 chevaux. On descendait pour distribuer des crayons aux populations berbères. C'est merveilleux.
Je veux pas que je quitte l'université car je perds mon temps dans ce qui est devenu un grand collège parce que maintenant nous gérons les incompétences du secondaire, donc plus aucun intérêt, perte de temps. Nous professeurs de l'enseignement supérieur avons des véhicules, des Maserati et on nous fait conduire en marche arrière dans un parking. Bon, donc perte de temps intellectuelle. Laissez-moi terminer. Non, il faut que chacun puisse parler. Mais bien sûr. Oui. Mais non, mais vous me demandez une explication universitaire et vous me coupez au bout de 2 minutes. Laissez-moi aller jusqu'au bout et ensuite on va passer à la parole. Universitaire. Non. Alors à ce moment-là, on parle du jeu de boules. On parle du jeu de boules. Alors, je m'en vais, j'ai rien à faire ici. Vendredi précédent, quelle date vous étiez Le 9 mars. Oui, le vendredi 8 mars. Le dimanche 9 mars. Oui, le vendredi 7 mars. Non, le dimanche 9 mars. Oui, je reçois le vendredi Victoria. Je connais mon emploi du temps. Dans nos montagnes du Forêt, ici, il n'y a plus un gendarme, il n'y a plus rien. Bon, c'est pas grave, nous sommes tous chasseurs et il y a les chevrotines de tous côtés. Donc le premier bandit qui traîne, entend les balles siffler. En plus, tout le monde était organisé en voisins vigilants, donc ici, il n'y a pas de problème. Mais quand vous passez la frontière aujourd'hui entre un ancien pays français et un pays qui fut un pays de l'Empire britannique, les Anglais ont laissé autre chose que des infrastructures, ils ont laissé un certain nombre d'attitudes. Et quand vous arrivez au fin fond de la Tanzanie, ou lorsque vous êtes au fin fond du Botswana, et que vous trouvez un officier de police qui vit dans un bureau miteux, et qui a un short parfaitement repassé, avec les plis amidonnés, qui a son stick à côté de lui, et qui fait bonne figure, vous dites, bien, les Britanniques n'ont pas perdu leur temps. Et quand vous arrivez dans l'Afrique française avec les douaniers vautrés, sous au pastis, et qui tendent la main, vous dites, c'est pas tout à fait la même colonisation qui s'est faite. Que pensez-vous de la récente réouverture de la relation aérienne Paris-Alger ? Les voyages forment la jeunesse. Nous ne dirons rien de plus. Après, je comprends qu'on dise que vous sentez le souffle, qu'on vous accuse d'être d'extrême droite. C'est des propos que les gens ne veulent pas entendre, Bernard Lugan. Parce que nous vivons dans un monde castré. Moi, je parle viril, monsieur. Il faut faire la guerre avec les moyens modernes. Effectivement, moi je regrette beaucoup les charges de cavalerie, mais il y a eu des blindés. Je regrette beaucoup la fin de l'arme blanche, car là au moins à l'arme blanche on se battait d'homme à homme. Déjà, le lance-pierre était une arme de lâche par rapport à l'arme blanche. Enfin, il faut savoir faire la guerre avec les armes modernes, et il faut se battre avec Internet. Et moi je suis là où mes canons tapent. Voilà le résumé de la France d'aujourd'hui, et nous allons terminer sur ce point, mes chers amis, parce que cela nous emmènerait trop loin. Et je vais encore, sur mes pas, rarifier les saluts, comme disait Cyrano. D'ailleurs, c'est un des derniers privilèges qui nous reste.